Alors, les cérémonies kanak. Mes interlocuteurs les plus savants, quand ils parlaient des cérémonies, me parlaient du système kanak. Et en effet, ce qui se passe avec le temps, avec l'observation ethnographique, c'est que l'ethnographe découvre pas à pas un système qui est un système pour lui qui le perçoit en tant que système, mais qui est aussi un système dans le sens où les acteurs qui le produisent ont parfaitement conscience d'être soumis à un certain nombre de contraintes. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et si ça se passe mal, il y a des problèmes avec les ancêtres. Ce que l'on nomme parfois la sorcellerie en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire, on va dire, une personne qui va être malade, très malade, voire mourir, ou une personne qui se perd en mer et qu'on ne retrouve pas. On va aller voir un voyant, il n'y en a pas à Rama, donc je n'ai pas énormément travaillé là-dessus, mais chaque fois que j'ai eu accès aux décisions du voyant, aux conseils du voyant, à chaque fois, c'était il faut recommencer telle partie de la cérémonie qui a été mal faite. Donc on a véritablement là un système qui est sous le regard ancestral qui est parfaitement vécu comme système par les gens qui le pratiquent et qui fait sens aussi comme système avec le regard de l'anthropologue qui n'est pas exactement le même que ceux qui le pratiquent, même si l'anthropologue de temps en temps il fait partie de la cérémonie parce que c'est quand même mieux d'être d'un côté de la cérémonie, hein, toujours pour pouvoir évoluer dedans parce que si on n'est ni d'un côté ni de l'autre, il risque d'y avoir soit des hostilités, soit des ambiguïtés. Alors, il y a un premier point central de l'étude des cérémonies kanak, et je crois qu'il a une grande importance pour la théorie anthropologique, c'est la question des échanges, ou plutôt des soi-disant échanges. Alors ici aussi, mon travail sur les cérémonies de Mono Alou m'a été très utile. C'était dans le cadre des recherches collectives de l'équipe Erasme, et il m'avait fallu aller quand même un petit peu plus loin que ce qu'on faisait dans Erasme, parce qu'il y avait des aspects de Mono Alou que je ne pouvais pas réduire à des échanges, ou alors j'essayais de trouver un nouveau vocabulaire. Alors, un des premiers mots qui est venu sous ma plume, si j'ose dire, sous mon clavier, et que utilisait aussi Daniel Decopé à une certaine époque, ça a été le mot de circulation. Il m'a été très très utile parce qu'il permet de prendre une vision beaucoup plus globale de ce qu'on appelle les échanges que le mot échange lui-même. Alors en kanaki, il a fallu aller beaucoup plus loin parce que les enseignements de l'ethnographie kanak faisaient éclater un certain nombre de cadres. Alors là, il faut faire simple. J'ai écrit un certain nombre de ces choses, mais il faut essayer de faire simple, parce que c'est quand même assez compliqué. Alors d'une part, les cérémonies ne peuvent être comprises que si on s'intéresse à leur déploiement complet. Alors ce n'est pas un problème si vous avez une petite cérémonie d'accueil ou même une moyenne cérémonie d'accueil. C'est ce que vous avez devant les yeux, il ne s'est pas passé grand-chose avant, il ne va pas se passer grand-chose après. Quand même, si vous regardez bien, vous voyez que du côté des accueillants, une des prestations, au moins une des prestations, est souvent prise par la personne qui fait la cérémonie et redonnée presque immédiatement, parfois, à une autre personne. Bon, il se passe là quelque chose de l'ordre de la circulation, effectivement. Hein. Mais si vous prenez une cérémonie comme des funérailles, hein, et les mariages, que j'ai vus beaucoup plus tard, mais parce qu'il y avait peu de mariages dans les années 90 dans cette région, et il y en a eu beaucoup plus au fur et à mesure que les gens ont gagné plus d'argent, ils ont pu organiser des mariages qui sont des événements qui coûtent beaucoup d'argent, qui ne fonctionnent pas seulement avec l'argent, mais qui coûtent de l'argent à organiser. Si vous voulez comprendre ces grandes cérémonies, c'est vrai aussi pour les grandes cérémonies d'accueil,
il va falloir vous intéresser au déploiement complet de ce qu'on peut appeler le cycle cérémoniel, ou disons, on ne peut pas être partout à la fois, évidemment. Alors donc, au déploiement le plus complet, une journée, vous allez aller voir une cérémonie, on va dire, relativement moyenne, et puis 2 jours ou 3 jours après, ou peut-être une semaine après, vous allez être amené à voir une autre cérémonie en lien direct avec celle que vous venez de voir, mais qui va être beaucoup plus importante, et ça peut être le lendemain de la cérémonie plus importante. Vous allez avoir la grande cérémonie, disons des funérailles, si elle se tient en une journée, ce qui est le cas dans un harama en particulier. Il ne suffit pas d'être à cette grande journée, et ça c'est une expérience ethnographique véritablement qui est très, très importante pour comprendre ce qui se passe. D'autre part, il se passe une autre chose dans les grandes cérémonies comme dans les petites cérémonies. Il y a des actes cérémoniels qui sont des actes que j'appelle aujourd'hui de transfert et de contre-transfert, plutôt que de parler d'échange comme j'ai fait autrefois. Et ces actes de transfert et de contre-transfert, ils répondent aux mêmes patterns, comme on dit en anglais, je ne sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais à des échelles qui peuvent être très très différentes. Hein. Et donc il fallait trouver des concepts le plus clairs possible pour exprimer un certain nombre de réalités fondamentales de ces grandes cérémonies kanak, de ces moyennes cérémonies kanak et de ces petites cérémonies kanak auxquelles j'étais vraiment confronté très très souvent pendant mes terrains. Alors, on a un grand problème depuis l'essai sur le don, c'était que Mauss avait fait un immense pas en avant pour son époque, avec l'aide de Turnwald, avec l'aide de Malinowski, avec l'aide de Best, avec l'aide d'un tas de gens, hein. Mais Mauss avait fait un grand pas en avant vers la prise en compte de ce que je nomme aujourd'hui les dynamiques de circulation cérémonielle. Mais le problème, c'est que Mauss s'est concentré sur des segments de ces circulations cérémonielles. Hein. Alors par exemple, le célèbre segment décrit par Bess de ce qui se passe chez les Maoris, hein, avec le Hao, etc. Bon, très intéressant, très important, etc. Et ça permet à la pensée de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, puisque l'essai sur le don a été traduit relativement récemment en anglais, donc on n'a pas de texte très ancien par les auteurs anglophones sur l'essai sur le don, ce sont des textes relativement récents. Alors du côté canadien, il y a eu aussi beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces choses-là. Mais ce qui s'est passé, à mon sens, c'est que beaucoup des théoriciens qui sont venus après Mauss et qui ont travaillé sur l'essai, ils se sont contentés des segments qui ont été décrits par Mauss. Alors, ce qu'ils ont fait progresser, bien entendu, c'est les concepts de l'essai. Ils ont fait progresser pas toujours dans le même sens. Hein. Il suffit de regarder la liste d'articles qui ont été écrits sur, en particulier, le don maori, le don entre guillemets maori. Les concepts ont progressé, mais on s'intéresse toujours à la même séquence. Ce que je veux dire, c'est que si vous allez en Nouvelle-Calédonie, eh ben, faut ouvrir la séquence, hein, et il faut l'ouvrir, et il faut essayer de regarder les cérémonies au moment où elles commencent vraiment, c'est-à-dire au moment où la décision est prise de les faire, hein, et dans toutes leurs étapes successives qui se dispatchent sur une carte très facilement, à la manière un peu d'une toile d'araignée, d'un réseau. Alors, il y a encore un autre problème pour les cérémonies kanak qui se pose, c'est d'abord, quand on regarde les cérémonies les plus importantes, qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Hein, et comment est-ce qu'on nomme ce qu'on voit? Donc j'ai dit ce que je pensais du mot échange, j'ai dit qu'actuellement, ce que j'avais trouvé le mieux, c'était transfert et contre-transfert, parce que c'est pratique, ça peut s'appliquer aussi bien au transfert et contre-transfert de discours cérémoniels qu'au transfert et contre-transfert de prestations d'objets cérémoniels. Et comme les deux sont complètement synchronisés, hein, et qu'il ne s'agit pas de laisser 3 minutes se passer sans que le discours démarre, il faut vraiment que le discours soit
dans une vraie synchronisation avec les gestes de transfert et de contre-transfert. Bon, je trouve que l'expression marche mieux que ce que j'utilisais autrefois. Hein. Et puis, au fond, utiliser le mot échange en kanaki, ça revient, d'une certaine manière, à ratatiner des actes qui sont très complexes, très fluides, sur un bon gros concept qui, pour nous, est complètement saturé par le capitalisme marchand et qui nous envahit tellement qu'au fond, il nous empêche de penser, il nous empêche de réfléchir sur ce qu'on voit vraiment et sur comment est-ce que je nomme ce que j'ai vu et comment est-ce que ensuite je peux l'analyser. Alors, l'autre question, l'autre problème que j'ai eu, dans la mesure où j'avais une très très grosse ethnographie sur les cérémonies, hein, et en particulier du fait que j'allais à toutes les réunions pratiquement du Conseil Otmawap, et qu'à chaque fois que, par exemple, on prenait ma voiture, on partait avec André, et on allait à Gomen, chercher le thé à main de Gomen. À chaque fois qu'André arrivait dans un endroit comme ça, il faisait ce qu'on appelle en français une coutume, hein, il faisait ce que les Kanaks préfèrent utiliser le mot faire un geste. Il faisait un geste, il faisait une petite cérémonie d'arrivée et d'accueil avec le thé à main de Gomen. Le thé à main de Gomen montait dans la voiture, etc. On allait ailleurs, mettons, on va dire à Bondé. Hein. Ça se reproduisait à nouveau avec le personnage de Bondé qui n'était pas nécessairement le thé à main, ça pouvait être le porte-parole non pas de Bondé, mais disons de n'importe quelle autre société. Et puis on arrivait dans le lieu de la réunion du Conseil Otmawap, souvent plusieurs heures après, hein, après avoir fait pas mal de kilomètres de route sur les routes de Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas toujours comme des autoroutes. Et alors là, j'avais 3 passagers, et puis moi je faisais partie de la délégation de l'Arama, j'avais 3 passagers qui descendaient de la voiture, qui rassemblaient toutes leurs propres prestations. Ça pouvait durer pas mal de temps, hein, parfois. Ils se faisaient des petits discours, en faisant ça, ils rassemblaient leurs prestations, et puis ils arrivaient tous ensemble, devant les gens qui nous accueillaient, à l'endroit de la réunion, et parfois vous aviez une autre voiture qui arrivait d'une autre partie de Otmawap qui faisait la même chose, etc. Donc j'avais énormément de données sur ces cérémonies d'accueil, et je comprenais très bien comment ça marchait. Alors pas tout de suite, hein, au bout de, on va dire, véritablement au bout d'un an, hein, pas avant un an, je comprenais très bien comment ça marchait. Et puis alors, à la fin des réunions, alors c'était souvent tard le soir, on était très fatigués, eh bien il se passait la même chose, on déconstituait les relations comme ça pour repartir chacun de notre côté dans telle ou telle voiture. Chez nous, parfois c'était le lendemain, c'était mieux quand c'était le lendemain, mais parfois c'était le soir même, et puis on pouvait finir très tard le soir et rouler une partie de la nuit pour rentrer chez nous. Et donc j'avais toutes ces données, et la grande question, ça a été, je reviens après mon terrain, j'ai beaucoup de choses à dire, et qu'est-ce que je choisis en particulier? Alors, d'abord, je me suis dit les cérémonies, je reparlerai peut-être de cette décision tout à l'heure, parce que c'était pas évident tout de suite, dès le départ, que j'allais choisir les cérémonies. Et ensuite, ça a été, plutôt les cérémonies d'accueil. Parce que j'avais cette ethnographie absolument massive, et je pouvais véritablement choisir dans cette ethnographie les exemples les plus parlants, que j'avais le mieux documentés, parce que parfois je ne documentais pas forcément très bien tout ce que je voyais. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre, La parole de notre maison, sur les cérémonies d'accueil, mais en particulier sur les grandes cérémonies d'accueil. Alors je vais revenir là-dessus. Mais du point de vue de je reviens à nouveau en arrière, les premiers mois de mon terrain à Arama, il y a eu un moment de déblocage de ma situation après environ 3 mois. Une jeune amie, Louisa, elle est passée devant la fenêtre où j'avais installé ma table et ma chaise pour travailler, et elle m'a dit, mais véritablement en passant, elle m'a dit... tu sais, là-bas, chez un tel,
on fait l'adoption de la petite Marie. Alors, c'est pas Marie qu'elle s'appelait, mais je change le nom. Et puis, je me suis dit, bon, ça veut probablement dire que je peux y aller. Donc, j'y suis allé avec mon matériel, sur la pointe des pieds. Au début, véritablement, il y avait une telle ambiance dans ces cérémonies que je m'y sentais accepté, voilà, mais sans plus. Donc, j'arrive en plein milieu de la cérémonie, et je me rends compte d'une première chose, c'est qu'il y a deux côtés cérémoniels, comme dans les accueils. Ça, c'est une première chose. Il s'agit d'une adoption, hein. Donc une cérémonie du cycle de vie. Il y a des biens qui circulent sous forme de prestations d'un côté et de l'autre, transfert, contre-transfert. Il y a des discours qui sont synchronisés avec ces transferts, ces contre-transferts. Ça se succède, il y a plusieurs séquences, etc. etc. Alors ce que je fais, c'est sur mon carnet, je commence à faire des plans, des schémas, je fais quelques photos, je fais discrètement une cassette, mais assez loin, donc le son n'est pas forcément absolument génial. Et puis en gros, sur le moment, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, hein. Sauf deux, trois choses. D'abord, ça fonctionne avec deux côtés qui se font face. Les prestations échangées ressemblent quand même beaucoup à celles que j'ai vues ou que j'ai moi-même échangées quand j'ai fait ces cérémonies d'arrivée et d'accueil. Et les discours sont prononcés en même temps, ou presque en même temps, que l'on fait passer les prestations cérémonielles. Mais alors, à partir de cette première cérémonie, dont je pense tout le village a su que j'y étais allé, ma situation a complètement changé au village. Et alors, pratiquement en l'espace de 1 ou 2 semaines, il y a plein de gens qui viennent m'informer d'événements collectifs qui vont avoir lieu, et alors en particulier des cérémonies. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, tout le monde savait que j'étais en train de chercher une voiture, et que finalement j'ai trouvé une vieille Renault 5 avec 4 portes, très important les 4 portes, parce qu'on pouvait prendre 4 passagers, et on pouvait avoir comme ça plein d'informations en conduisant, même si on ne pouvait pas toujours noter les informations en conduisant, mais en discutant avec les gens, on avait des informations sur la cérémonie, par exemple, qu'on allait voir, ou sur la cérémonie qui venait d'être faite. Et souvent, il y avait des critiques sur les cérémonies, c'était assez amusant. Toujours un point de vue très très critique sur la manière dont les autres font les cérémonies. Mais enfin, pour ça, c'est plus un détail. C'est pas absolument central. Ce qui était central, c'était essayer de comprendre comment ces choses extrêmement compliquées marchaient. Alors, à ce moment-là, André Théin-Lyon n'avait pas de voiture, et donc ce qui se passe, c'est que nous avons sillonné la région pour aller aux réunions du Conseil Haute-Mawab qu'il présidait. Donc je viens de parler comment ça se passait. On allait parfois véritablement rechercher 4-5 personnes avant de nous rendre au lieu à proprement parler où aurait lieu la réunion. Et j'étais donc devenu peu à peu une sorte de familier pour la plupart des dignitaires de Haute-Mawab. Et à la fin, je ne demandais même plus la permission de photographier ou d'enregistrer. Je faisais partie du paysage et c'était vraiment bien comme ça. Alors, quelques mois après, il y a eu le décès du maire de Poum. Donc Poum, c'est une petite localité à 15 km environ au nord d'Arama. Et il s'agissait de faire les funérailles du maire. C'était annoncé à la télévision, on m'avait proposé d'y aller, et bien entendu, ça m'avait permis d'emmener un certain nombre de gens, un certain nombre de prestations dans le coffre. Et je me suis retrouvé à Poum, un endroit où je ne connaissais pas grand monde, et il y avait des dizaines de personnes, peut-être des centaines de personnes, il y avait des dizaines de véhicules, il y avait d'énormes empilements de tissus qu'on appelle là-bas des manous et qui sont parmi les prestations cérémonielles les plus courantes. Il y avait d'énormes empilements de tubercules, d'énormes empilements de viande aussi, et toujours les deux côtés cérémoniels qui se font face, et ces gestes de transfert à la fois
de prestations qui sont faites d'objets et de prestations orales que sont les discours cérémoniels. Et il y avait en particulier ce jour-là un homme qui était très très réputé à la fois pour son savoir sur le monde kanak et pour ses discours. De l'autre côté, je ne savais pas qui faisait les discours cérémoniels, mais lui, je le connaissais, j'en avais entendu parler, il était célèbre dans toute la Nouvelle-Calédonie. Alors, je fais comme d'habitude, j'enregistre discrètement avec mon enregistreur à cassette plus ou moins attaché à ma ceinture. Je dessine et je prends des notes, je fais des flèches, etc. Sur mon carnet. De temps en temps, je fais une photo. Et à un certain moment, je vois arriver, d'abord d'un côté cérémoniel et ensuite de l'autre côté cérémoniel, des Kanaks qui sortent d'une voiture, des grosses voitures, et sortent des caméras, des grosses caméras VHS comme on pouvait louer à l'époque dans beaucoup d'endroits en Nouvelle-Calédonie, et qui se mettent à filmer. Alors là, évidemment, funérailles ou pas funérailles, je fonce, je vais chercher mon appareil photo, je vais chercher mon micro, et je reviens. Quand même, je demande la permission auprès des gens que je connais. Ils me disent oui, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça, etc. Donc, pour moi, funérailles, c'était quand même des événements qui pouvaient être un peu touchy. Hein. J'ai branché mon micro, j'ai fait des photos, etc., etc. Et je me suis retrouvé finalement dans la configuration que j'ai toujours eue dans les cérémonies, c'est-à-dire à pouvoir photographier, à pouvoir enregistrer, parfois à pouvoir filmer, mais alors filmer ça pose d'autres problèmes parce que la caméra c'est très très prenant et c'est très difficile de noter quand on a une caméra, donc idéalement il faudrait avoir quelqu'un qui tient la caméra, mais quelqu'un qui tient la caméra, parfois il ne comprend pas l'image que vous avez envie d'avoir, enfin ça ne s'est pas toujours très bien passé quand j'ai eu quelqu'un pour me tenir une caméra et j'ai arrêté au bout d'un certain temps. Alors, j'ai donc assisté comme ça à des dizaines de cérémonies de tous ordres, de toutes sortes, des grandes, des petites, des moyennes, des cérémonies d'accueil, des cérémonies du cycle de vie, des cérémonies de réconciliation. Alors par exemple, d'immenses cérémonies funéraires. Alors quand meurt un témoin, c'est-à-dire le personnage principal d'une grande maison, c'est-à-dire d'une société, eh bien, quand meurt un témoin, les funérailles sont des funérailles véritablement immenses. Parmi les plus impressionnantes que j'ai pu voir, je les ai vues à Yengen, où je n'avais pas énormément de relais sur place parmi les gens de Yengen, mais je venais avec la délégation d'Arama parce que nous apportions un certain nombre de prestations qui venaient d'Arama, donc j'ai vu ce que nous, personnes d'Arama, faisions par rapport à ces grandes funérailles du chef du Téamin de Yengen, parce que le mot chef, je crois, n'est pas très approprié. D'ailleurs, c'est là que pour la première fois, j'ai croisé Emmanuel Casarero, qui dirige le musée du Quai Branly aujourd'hui. À l'époque, il travaillait au musée à Nouméa. J'ai aussi vu des cérémonies funéraires très très brèves, qui duraient probablement moins d'une heure. Hein. Et alors, il s'agissait, là, dans le cas auquel je pense, d'un bébé mort à la naissance. En fait, il y avait eu 2 jumeaux et un seul des 2 jumeaux avait survécu. Et entre ces 2 extrêmes, donc la cérémonie qui est tellement courte que vous allez chercher un pull vert dans votre voiture, vous vous rendez compte qu'on est presque au bout de la cérémonie, hein, et puis celle qui va durer des journées et des journées, et où vous dansez pour la première fois de votre vie un pilou, comme dans les livres, au son des percussions de bambou, etc., etc. Entre ces 2 extrêmes, j'ai assisté à des funérailles de toutes les tailles intermédiaires, y compris alors des funérailles pour un accident d'un jeune homme, un accident de cheval d'un jeune homme qui s'était tué en tombant de cheval et qui était adopté. J'avais demandé à Marino, je lui avais dit, avant de partir, évidemment, comme dans tous les manuels d'ethnologie, avant de partir, vous demandez ce qui va se passer à votre informateur, et comme ça, vous serez beaucoup moins perdu sur le terrain. Alors Marino m'avait dit, ah oui, c'est un adopté, et je lui ai dit, mais il se passe quelque chose de particulier quand c'est un adopté? Oh, on fait un petit quelque chose pour la famille d'origine. Je
je ne me souviens plus quel mot il avait utilisé. Et en fait, une fois sur place, c'était à Koumak, une fois sur place, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais affaire à 2 funérailles. Une cérémonie qui concernait, on va dire, le groupe de parenté qui avait adopté ce jeune homme, et imbriqué avec cette cérémonie, une autre cérémonie qui correspondait aux parents que nous appellerions les parents biologiques du jeune homme. Hein? Donc beaucoup de choses complexes lors de ces cérémonies funéraires. Ce que j'ai vu quelquefois aussi, c'est des cérémonies associées à des procédures de paix ou de réconciliation, en particulier une très grande à Balade pour le 150e anniversaire de la christianisation, et beaucoup plus souvent que les cérémonies de réconciliation, ce que j'ai vu, c'est des cérémonies kanaks, mais associées à des événements religieux catholiques. Avant le démarrage d'un événement religieux, pas tous les événements religieux, mais certains d'entre eux, hein, avant le démarrage avec une cérémonie d'arrivée et d'accueil, et après la fin de la cérémonie religieuse catholique, eh bien, une cérémonie de départ telle qu'on en fait ou comparable à celle que l'on fait pour les réunions du Conseil Haute-Mawa.